That bass beat. Bonjour, je suis Rodolphe Karl. Je suis cofondateur et coprésident de Babylou Family, qui est un des leaders mondiaux des crèches privées et plus généralement de l'éducation 0-6 ans dans le monde. Alors, j'ai intégré l'ESSEC en 96. J'y ai passé finalement 2 ans et demi, parce que j'ai fait le cursus accéléré. J'ai pris surtout des cours de finance et d'entrepreneuriat. On faisait partie des premières promos avec Philippe Ayat, où finalement ce que j'ai surtout retenu, c'était les partages d'expériences avec les entrepreneurs anciens ESSEC qui venaient nous voir. Et je suis sorti mi-99, avec l'idée d'entreprendre. Ce que l'ESSEC m'a apporté surtout, c'est le goût du risque, le goût de l'aventure, l'envie de réaliser des choses par moi-même et le goût de la liberté. L'ESSEC a été très utile au démarrage lorsqu'on passe par toutes les étapes classiques de création d'entreprise avec un banquier et les premiers actionnaires. Je dirais que ça donne une petite crédibilité quand même. Bon, après ça fait pas tout, hein. Après c'est la vraie vie, c'est l'exécution du projet. Mais au tout début, je dirais que on est reçu avec un œil bienveillant. Après l'ESSEC, j'ai démarré un premier projet avec un copain de promo qui s'appelle Michael Ohana dans la formation professionnelle. Le sujet ne m'a pas excité, donc il a continué tout seul et il a très bien réussi d'ailleurs. Ça s'appelle Cross Knowledge, qu'il a vendu il y a quelques années à un grand groupe américain. Et pour ma part, j'ai démarré 2-3 ans dans un fonds de private equity à Milan puis à Londres, plutôt de venture capital même. C'était une très très bonne observation du monde de l'entrepreneuriat, parce que vous passez du temps avec des entrepreneurs qui prennent des risques toute la journée. Vous voyez 50 business plans par semaine et c'était une façon d'acquérir des très bons réflexes où on voit l'importance d'être à la fois très exigeant sur son produit ou le service qu'on va délivrer à ses clients, la qualité, le besoin de la qualité du management pour embarquer des équipes et pour délivrer ça, et l'exigence financière du suivi de l'activité, des KPI, du contrôle de gestion. Et finalement, d'avoir les 3 dimensions en tête en permanence, ça a été clé. Et la tour d'observation que je me suis offerte avec mes 2-3 premières années d'expérience en venture capital m'a apporté ça. Et puis c'est un métier où on est extrêmement curieux, on découvre plein de métiers, plein de business différents. Comme on est sollicité par les entrepreneurs qui inventent le monde de demain, on a 3, 4, 5 ans d'avance sur ce que le monde va devenir. Enfin, moi j'ai fait ça en 2002. Des business plans Facebook, j'en ai vu 15 avant que Facebook se crée. Donc je trouvais que c'était un formidable tremplin vers l'aventure entrepreneuriale. Au bout de 2-3 ans, j'ai trouvé une idée qui m'a séduit, donc la crèche privée en Angleterre. J'étais basé à Londres. Et on découvre qu'il y a quelques groupes privés qui ont 20, 30, 40 crèches qui lèvent des fonds, qui sont déjà backés par quelques fonds d'investissement. Je fais l'analyse, je me rends compte que c'est un besoin énorme et en plus qui fait du sens pour la société, qui n'est pas juste un business, mais qui finalement s'intègre complètement dans la vie politique des pays concernés. Et je rentre, après 6 mois d'analyse, je rentre en France pour lancer les premières crèches privées françaises. Les bons réflexes de prépa s'évaporent pas si vite. Donc la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai fiché à l'ancienne une vingtaine de bouquins sur la pédagogie des jeunes enfants dans le monde entier. Et j'ai beaucoup appris, je me suis formé, j'en ai fait un projet pédagogique. Et puis je me suis entouré de professionnels très rapidement. Il y avait d'ailleurs un autre copain de l'ESSEC, Kevin André, qui était enseignant d'ailleurs à l'ESSEC,
qui avait shifté vers le monde de l'éducation aussi et qui m'a aidé à construire ce projet pédagogique. Et nos premiers salariés ont été des éducateurs de jeunes enfants, des infirmières puéricultrices, qui ont construit un projet ambitieux pour l'éveil des jeunes enfants, qui a été le socle de démarrage de tout le projet. Et on avait dans la première équipe 8 personnes, je crois qu'il y avait 6 nationalités différentes. Et donc cette ouverture sur le monde est d'ailleurs toujours un gros marqueur de la pédagogie Babylou aujourd'hui, nous a permis d'arriver sur le marché avec un projet pédagogique très différenciant. Alors je me suis associé avec mon petit frère, qui a un profil très différent du mien. Et d'ailleurs on constate encore 20 ans après à quel point cette complémentarité de compétences et de personnalité a été efficace et important dans l'aventure Babylou. Et alors pour la petite anecdote, ce qui s'est passé, c'est que lorsque je rentre de Londres fin 2002, on décide de s'associer. Il rejoint le projet et 15 jours après, il a un gros accident de moto dans Paris. Et en fait, les 18 premiers mois de Babylou se sont passés au 7e étage de la Pitié-Salpêtrière, puisqu'il était gravement accidenté avec des lourdes opérations. Et finalement, ce projet a été pour lui une façon de se raccrocher à un espoir pour l'après-accident. Les 20 premiers salariés Babylou ont été recrutés dans sa chambre d'hôpital pratiquement. Et tous les jours, je venais donner le compte-rendu de la journée à Édouard avec le programme de la journée suivante. Et je pense que ça a été un événement difficile, mais aussi très fondateur dans notre association. Ça a fonctionné, pas seulement grâce à ça, hein, ça a fonctionné parce qu'on est complémentaires, parce qu'on se faisait une confiance absolue, toujours aujourd'hui d'ailleurs. On ne s'est jamais vraiment accroché, on a souvent des divergences, mais on n'est jamais allé au clash. Et il a autant besoin de moi que j'ai besoin de lui. Donc après, en termes de prise de décision, il y avait une règle établie depuis le début, c'était que j'étais le décideur final. Et cette règle, elle fonctionne si les deux sont dans une écoute très respectueuse de l'autre, avec beaucoup d'humilité sur les limites de compétences de chacun. Voilà. Et Édouard, il a fait un profil très différent. Il n'a pas fait de grandes études, mais il a un sens du terrain et un sens de l'humain dans un métier de service et dans le médico-social qui sont extrêmement importants pour le quotidien et pour la culture de l'entreprise. Et c'est pas forcément ce que moi j'ai développé comme compétence avec la prépa, l'ESSEC et mes premiers jobs dans le monde de la finance. Voilà. En fait, au début, comme vous n'existez pas, c'est surtout le bouche à oreille et l'énergie qu'on véhicule dans la foi dans notre projet. Donc, les 10 premiers collaborateurs, ça a été des copains de copains, des connaissances, pas tellement d'annonces ou de connexions Internet ou sur les sites de recrutement de l'époque, mais surtout bouche à oreille et réseau. Et puis il a fallu convaincre parce que c'est des métiers très recherchés, des métiers qui sont en pénurie, et il fallait des profils extrêmement ouverts d'esprit, agiles, prêts à innover, à quitter la fonction publique. Donc on a capté des personnalités qui sont toujours avec nous aujourd'hui, hein, qui étaient dans une volonté de révolution de leur métier. On n'aurait pas pu partir de notre première expérience et vraiment roll out si on avait eu des personnalités moins punchy, moins pétillantes. Il y a eu une espèce d'effet de boule de neige où finalement ces premières personnalités en ont attiré d'autres et ça s'est enchaîné comme ça. Il faut savoir que les 3 premières années, on a ouvert une crèche par an. On a changé 6 fois de business model. On est arrivé avec beaucoup d'humilité parce qu'on ne connaissait pas le secteur.
Et on a passé 3 ans à observer, à écouter, à comprendre les attentes de nos équipes, à comprendre les attentes des parents, les besoins des enfants. On a fait tellement d'erreurs. Et je pense que la raison pour laquelle on a réussi ensuite à grandir de façon très saine, c'est que on a écouté avec beaucoup d'humilité et on s'est remis en question, on a changé plein de choses. On n'est pas du tout arrivé en mode on est le patron, on a une vision, voilà ce qu'on va faire et tout le monde avance dans notre direction. On s'est vachement adapté à la réalité du terrain. Et ça a été un marqueur, et c'est toujours un marqueur aujourd'hui. On demande à tout le monde de se remettre en question tout le temps, de ne pas s'endormir dans ses acquis ou dans ses croyances. Et c'est très créateur de progrès et d'enrichissement pour tout le monde. Même à l'échelle régionale française, on est resté concentré en Île-de-France pendant 5 ans pour apprendre le métier et comprendre ce qui était processable, quel système on pouvait créer pour créer de la synergie et de l'économie d'échelle, et qu'est-ce qui n'est pas processable. L'humain n'est pas processable. Et avant de s'exciter à aller ouvrir une antenne à Lyon, une antenne à Marseille, une antenne à Lille, on s'est dit, attends, demain on recrute un directeur régional à Lyon, on ne sait même pas le piloter, on ne connaît pas assez bien notre métier pour le piloter. Donc on va se concentrer, parce qu'on a commencé avec une phase d'apprentissage, vraiment du cœur de métier et des bases de notre métier. Ça a été un choix stratégique hyper fondateur, à un moment où nos concurrents ouvraient des antennes partout. Et donc on serrait les dents, on disait non mais on va consolider notre apprentissage et ensuite on sera plus fort. Et puis on voyait des articles de presse, tel acteur ouvre une antenne à Lyon, tel acteur à Strasbourg et tout. Et finalement, le fait qu'on ait été très concentré en Île-de-France et proche du terrain, d'abord ça a marqué la culture de l'entreprise. C'est une totale proximité, un dialogue tellement facile entre l'économique et le social, je dirais, le siège de Babylou et les crèches. Et donc on a cassé la barrière entre nos contraintes économiques d'entrepreneurs et les contraintes qualité et sociales du terrain. Et ensuite, ça nous a permis de mieux comprendre le marché. Une anecdote très forte, c'est qu'on a fait nos premières crèches d'entreprise en 2007-2008. Et nos premiers gros clients, c'était Peugeot à Poissy, c'était L'Oréal à Levallois, c'était Crédit Agricole à Courbevoie, avaient la vision, comme tout le monde, de la crèche proche du bureau, à l'américaine, où on vient sur le campus ou au bureau avec son enfant. Et en fait, tout le monde avait imaginé le secteur des crèches d'entreprise comme ça. Et à force d'être proche du terrain, on s'est rendu compte que cette solution était imparfaite. Et d'abord, imparfaite pour l'utilisateur final, c'est-à-dire l'enfant. Pourquoi ? Parce que quand vous avez un enfant de 1 an qui habite à une demi-heure, 3/4 d'heure du bureau, c'est peut-être la moyenne en Île-de-France, il n'est pas normal de lui faire le rythme, de lui faire adopter le rythme de travail de ses parents et de casser ces rythmes essentiels qui répondent à ses besoins physiologiques. Le sommeil, c'est hyper fondateur dans la construction cérébrale de l'enfant. De 0 à 5 ans, vous avez 50% du cerveau qui se constitue pour toute la vie. Et quand un enfant dort mal, il grandit mal. Et on s'est dit, mais ok, les enfants sont très fatigués à cause du transport. Les parents nous disent qu'ils arrêtent de prendre le métro, ils vont reprendre la voiture parce que le métro c'est trop sale. Et donc ils reprennent la voiture, c'est pas le sens de l'histoire. L'organisation familiale est perturbée lorsque un des deux parents vient au bureau avec l'enfant, parce que lorsque ce parent part en formation chez le client ou autre, il faut que l'autre parent se substitue et il doit passer au bureau de l'autre parent. Enfin, c'est un bazar. Et un jour, il y a un parent qui nous dit « Ah, je suis hyper content d'avoir une place en crèche à Levallois, mais j'habite à Poissy. Mon mari travaille à Versailles. Et vous êtes en train de faire la crèche de Peugeot à Poissy, est-ce que je ne pourrais pas avoir une place en crèche d'entreprise proche de chez moi plutôt que proche de mon bureau ?» Et là on s'est dit, mais ça fait partie des signaux faibles où vous captez une tendance hyper importante et qui va être fondatrice pour l'avenir.
Et on s'est dit, mais ça fait tellement de sens pour l'enfant, pour l'organisation familiale, pour la société. Bon. On s'est dit, ok, en fait la vision, c'est pas de faire des crèches dans toutes les tours du bureau. La vision, c'est que les entreprises proposent des places en crèche sur tout un réseau de crèches privées à l'endroit le plus cohérent pour celui qui est prioritaire dans cette histoire, c'est l'enfant. Et donc c'est plus proche de la maison. Or on s'est rendu compte de ça, on avait 15 crèches. Alors pourquoi on s'est rendu compte de ça avant tout le monde? C'est parce que initialement on s'est dit, on reste concentré géographiquement pour apprendre notre métier, pour comprendre les besoins. Nos concurrents qui avaient 5-6 crèches, toutes espacées à 500 km l'une de l'autre, bah forcément ils n'ont pas été confrontés à ce besoin. Et en fait on a changé notre stratégie, notre vision à ce moment-là, et on s'est dit, on va bâtir l'ensemble de notre stratégie sur la crèche d'entreprise proche de la maison. Bon, quand vous n'avez que 15 crèches, c'est pas facile de vendre cette stratégie, mais ça nous a permis d'aller très très vite. Et on a été assez courageux, je dirais, en appel d'offres. Je me souviens, c'était avec Alstom, qui avait réservé un local en face du bureau pour faire une crèche. Il fallait venir avec un projet architectural à l'appel d'offres et tout. Nous, on arrive les mains dans les poches, sans les planches avec les plans d'architecte et tout. Et on leur dit, non, en fait, on va pas faire comme ça. On va vous proposer, et comme on avait tout un réseau dans l'Ouest parisien, ça couvrait une grosse partie de leur population, on va vous proposer un plan, vous allez réserver des places, et chaque année, vous allez redistribuer vos places à l'endroit le plus cohérent pour l'enfant. Ils ont cassé leur appel d'offres, et ils sont partis sur notre solution, et là, ça a été le démarrage. Donc, à ce moment-là, on a commencé un projet de croissance rapide, mais on avait déjà 5 ans d'expérience, on avait processé, on avait compris notre métier, et au moment où on a dû accélérer, on a fait plutôt des bons choix sur comment on va accélérer. Et l'attention qui a été portée à la qualité, au social et à la bienveillance permanente vis-à-vis des enfants, mais même des managers vis-à-vis de leurs équipes, a été très, très importante dans cette croissance rapide, parce que sans ça, on aurait explosé en vol. Et on a pris tout le marché de court, puisqu'on a disrupté le modèle. Et les concurrents qui avaient démarré un peu partout en France ne pouvaient pas être opérationnels pour nous concurrencer tout de suite. Et en fait, dans nos métiers, quand vous captez une grosse boîte et que vous gérez sa politique childcare sur tout le pays, c'est très sticky, c'est très rare qu'un client arrête. Donc on a encore nos clients de l'époque et on avait capté une très grosse part du marché. Avec cette expérience française, on a appris que notre métier, c'est d'abord l'humain, et c'est la recherche permanente d'un équilibre entre la qualité / le social et la contrainte économique. Et cette attention-là, cet équilibre, on a essayé de répliquer dans notre ADN, dans tous les pays où on s'est installé. On a fait plein de conneries, hein. On a commencé avec la Belgique en croyant que c'était ça, on allait gérer ça comme une région française. Énorme connerie. Ensuite, on a essayé la Suisse, côté français. On a racheté un réseau qui était en mauvaise situation et on s'est dit on va redresser ça parce que comme on sait très bien faire en France, on va savoir le faire en Suisse. Énorme connerie. Et finalement, je me suis installé moi personnellement en Allemagne pour réussir le challenge allemand. Ça a duré 4 ans. On est arrivé avec une feuille blanche. On était nobody et on a, parce qu'on connaît bien le secteur et parce qu'on connaît bien notre métier, on a apporté notre patte, notre Babylou Touch et on est aujourd'hui leader avec 150 établissements. Alors, en fait, en 2003, il y a eu la conférence de la famille qui a lancé les crèches d'entreprise. Avec des dispositifs de cofinancement public qui ont permis de solvabiliser l'offre. On est quelques concurrents à avoir démarré au même moment, chacun avec son identité, chacun avec son positionnement, chacun sa stratégie, très bien. Et puis après, il y a pas mal d'autres petits acteurs qui sont arrivés. Et de la même façon qu'on l'a fait avec ceux du début, avec tout le monde, on a été très
accueillant dans le secteur. Alors, on était leader, jamais arrogant, et un nouvel acteur qui arrive, je viens d'ailleurs de 2 anciens ESSEC qui avaient Kids School. Ils arrivent, mon premier déjeuner, ils viennent me voir, ils n'avaient pas ouvert une seule crèche, premier déjeuner. Je leur dis, écoutez, bienvenue, il y a plein de choses à faire, je suis sûr que vous allez apporter un truc complémentaire et nouveau, c'est vachement bien. Si je peux vous aider, je vous ouvre Babylou. Voilà. Vous avez besoin d'un coup de main sur une relation avec une caisse d'allocation familiale ou un conseil général pour avoir un agrément, on les connaît très bien, on peut accélérer vos meetings avec eux. Vous avez besoin des contrats de travail, je vous file un contrat de travail, vous gagnez du temps et tout. Donc on a été très sympa, très coopératif. Et on a créé du coup une relation d'excellente qualité. Alors je pense à cet exemple de Kids School, mais il y en a eu plein d'autres. Et en fait, Babylou s'est retrouvé un peu consolidateur naturel du marché à partir de 2008. On a fait une quarantaine d'acquisitions en France. Et du fait de ce comportement, sur la quarantaine d'acquisitions, je pense qu'il y en a eu 3 ou 4 intermédiaires. C'est-à-dire qu'il y en a eu peut-être 36 où les fondateurs ont dit « je veux vendre ma boîte ». Et pour moi, en tant que fondateur, le racheteur naturel de mon entreprise, qui est mon bébé, c'est Babylou, c'est pas un autre. Et ça c'est un comportement où finalement vous récoltez ce que vous semez et ce que vous êtes pendant des années. Et moi j'ai retenu un truc, c'est que tout ce que vous donnez gratuitement, un jour ça paye, un jour ça revient. Il faut être patient. Quand on a démarré, on s'est dit on fait rentrer les fonds le plus tard possible. D'abord, on voulait garder le contrôle. Et ensuite, on voulait décider seul de ce qui est bon pour notre métier. Et cette phase où je veux comprendre et je suis proche du terrain et je vais doucement au début, je fais une crèche par an pendant 3 ans, c'est que dalle. Quand nos concurrents ouvrent des sites partout en France, elle a été fondatrice, cette phase. Nos concurrents ont tous levé des fonds. Ils ont fait ce qu'il faut faire pour des fonds, c'est-à-dire chaque board, tiens, j'ai ouvert telle ville, on a un lead dans telle autre ville, on a recruté des gars dans 5 villes différentes et on va aller très très vite. Le marché n'était pas prêt. Le marché n'est pas prêt. Et puis en tant que CEO, vous ne savez même pas piloter des gars à 500 km sur un métier que vous ne connaissez pas vous-même. Et donc on est resté très discipliné parce qu'on était seul et on a financé avec de la dette. Alors là, pour le coup, on a fait le contraire de ce qu'on a appris à l'ESSEC. On a été caution personnelle sur 4 millions d'euros. Donc c'est tendu, mais c'est ça qui nous a permis d'être en contrôle et de construire notre modèle à notre rythme, et avec notre vision. Alors moi j'avais fait 2 ans et demi de finance, et puis au début moi je toque à la porte d'une agence de quartier à BNP Société Générale, quoi. Et bon, je savais parler finance, hein, forcément. Donc l'ESSEC a un peu aidé parce que l'image, il faut voir qu'au début vous avez Madame Michu qui va à son comité, oui, alors il y a un jeune homme qui est venu me voir, j'avais 25 ans, il veut faire des crèches, personne ne comprend, parce qu'à l'époque les crèches privées ça n'existe pas, et il a ouvert une première là, et en fait au bout de 4 mois, il est déjà break-even, et puis là les 2 autres, ils pensent que ça va faire tel EBITDA run rate et tout. Bon. En fait, pendant 5 ans, on jongle avec du storytelling qui est à la fois motivant sur le plan du projet et rassurant sur le plan économique. Mais la réalité, c'est que vous regardez mes bilans et mes comptes de résultats des 5 premières années, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse parce que quand vous ouvrez une crèche, l'année où vous ouvrez, c'est déficitaire. Donc ça écrase le début de bonne performance des premières. Donc c'est illisible et ça ne rentre pas dans les cases. Pour un banquier de quartier, ça ne rentre pas dans les cases. Donc il a fallu faire une sorte de pédagogie hallucinante mais regardez ce que ça donne quand c'est à maturité, et il y a tellement de besoins, etc. Bon, on a raconté beaucoup d'histoires, et il faut croire qu'on a eu du talent, parce que moi-même, parfois, je sortais de rendez-vous, j'appelais mon frère, je dis, attends, hallucinant, les mecs nous reprêtent 1 million.
J'étais agréablement surpris. Bon, ce qui est positif, c'est qu'on entend partout les banques prêtent pas, etc. Non, les banques prêtent pas pour les mauvais projets. Il y a des bons projets avec des gens qui maîtrisent ce qu'ils font et qui ont la tête sur les épaules. On a trouvé du financement très facilement. On avait des cautions bancaires, pendant des cautions de BPI, ça s'appelait Oseo à l'époque, mais ça couvrait pas tout, et donc nous on se mettait caution perso sur le reste. Et lorsqu'on a compris la vision qui était la crèche d'entreprise proche de la maison, avec le bon équilibre entre l'économique et le social, et ce que ça veut dire en termes de moyens, on a construit une stratégie qui est, il faut beaucoup de crèches pour être crédible dans cette proposition de valeur qui est, quel que soit le domicile de votre salarié, on va avoir une place en crèche près de chez lui. Et donc, pour servir cette stratégie qui fait du sens pour les salariés, pour les enfants, pour l'organisation des parents, en fait, ça fait du sens pour tout le monde. Une stratégie qui fait du sens, ok, là on accélère, on lève des fonds. On avait une vraie histoire, on était déjà rentable, on avait 17 crèches quand on a levé des fonds. Et on a levé des fonds pour accélérer la croissance et commencer notre build-up du marché français avec beaucoup d'acquisitions. Donc, début 2008, on a levé 10 millions d'euros et ça nous a permis de recruter des talents, d'accélérer l'organique et de commencer nos acquises. 2010, on a relevé avec le même actionnaire. On a acheté 3 concurrents de 400 personnes. Nous, on était 1000, donc on a eu un choc de croissance énorme. En un an, on passe de 1000 à 2200 avec 4 boîtes différentes. Et donc, on a financé 2008-2010 une grosse phase d'accélération par croissance externe, donc beaucoup d'acquisitions. On a réussi notre challenge d'intégration. Et suite à ça, on a refait, là c'était des LBO successifs, mais on n'a pas eu vraiment besoin d'ingérer du new capital, on a surtout fait de la dette pour ne pas se diluer. Et on a commencé à l'international, comme je vous l'ai expliqué. Donc le financement, ça a été beaucoup de dettes au début, pour garder le contrôle et aller à notre rythme. Une fois qu'on a compris, on fait rentrer des fonds sur une stratégie qui fait du sens et on sait ce qu'on fait. On délivre et tous les 5 ans, tous les 3 à 5 ans même, on a fait tourner les actionnaires minoritaires, mais qui n'ont pas tellement injecté du capital dans l'entreprise finalement, qui ont juste repris les participations entre eux. Il y a juste pour une acquisition américaine assez importante, où on a tous collectivement remis du capital, mais on n'a pas eu besoin d'aller chercher d'autres fonds ailleurs. Et là, on a fait notre 4e LBO en plein Covid, alors c'est la première fois qu'on fait un LBO majoritaire. La boîte est devenue tellement importante et mondiale qu'on a onboardé en 2017 une nouvelle équipe de management. Et on savait que ce qui était bon pour l'entreprise, c'était de consolider, de renforcer le management entre nous et le terrain, parce qu'on ne peut pas tout faire bien tout le temps, hein. Donc on était aussi très conscient de nos limites. Et on est très content parce que ça a pris 2 ans, ça a été difficile. Mais c'est ce qui permet aujourd'hui à Babylou de grandir. On est quoi, 12-13 000 personnes aujourd'hui. Et quand Antin, qui est un fonds infrastructure sociale, qui est rentré chez nous fin 2020, quand il rentre fin 2020, on a une ambition de croissance importante. On a une équipe qui est prête. On a des fondamentaux qui sont très bons. On a dans chaque pays où on est installé des équipes hyper compétentes et qui sont empowered par un projet d'entreprise qui fait du sens et qui est très sain. Et finalement, on va encore doubler de taille en 3 ans, quoi. Voilà. Et je pense qu'on n'aurait pas pu le faire en gardant le contrôle. On n'aurait pas pu le faire si nous étions restés CEO de la boîte. Et donc, chacun a fait son effort de son côté de laisser la place à l'autre, ce qui n'a pas été facile pour tout le monde. Mais on y est arrivé parce qu'on a recruté que des gens qui ont cette valeur importante d'écoute active, de remise en question de soi et d'humilité. Et finalement, c'est un équilibre qui a très bien marché au niveau du top management, qui permet de grandir aujourd'hui et qui fait la marque de fabrique de Babylou. Moi, j'ai bossé chez Morgan Stanley au début, où
fin 99, on bossait comme des tarés. Et ensuite dans un fonds de private equity où je bossais beaucoup aussi, il faut voir que le temps que vous donnez, l'énergie que vous mettez, c'est canon, on apprend beaucoup, on est en plus très bien payé, on est jeune et tout, c'est grisant, enfin c'est très limité, parce que d'abord ça s'arrête du jour au lendemain quand il y a un retournement de marché ou autre, et tout ce temps, cette énergie, vous pouvez la mettre à votre service, et créer un asset sur lequel vous allez pouvoir surfer pendant des décennies. Et en fait, moi j'ai 4 enfants, je les encourage tous à entreprendre, parce que c'est un parcours qui est difficile. Enfin, être salarié chez Morgan Stanley, c'est difficile aussi. Il ne faut pas croire qu'il n'y a qu'en étant entrepreneur qu'on a la vie dure. Non, c'est pas vrai. Sauf que vous construisez pour vous et vous avez de l'impact autour de vous. Et ça, il n'y a rien de plus rewarding que d'avoir réalisé par soi-même une organisation, un système, ou une boîte qui délivre un service ou un produit, où les gens vous remercient, vous avez de l'impact sur la vie des autres. Donc entreprendre, on parle toujours de il faut la bonne idée, il faut que ça fly économiquement, comment je vais financer et tout. La dimension humaine de l'entrepreneuriat, elle est immense. Le rôle qu'on a dans la société est de plus en plus important. On voit bien la limite du politique et on voit bien la revalorisation du monde de l'entreprise et des entrepreneurs, des managers. Moi aujourd'hui, chez Babylou, sur 12 000 personnes, je ne me sens pas employeur de 12 000 contrats de travail. Je me sens presque responsable de l'évolution de la vie de 12 000 personnes. Parce que j'ai beaucoup plus d'impact que juste un boulot. Et je ne vous parle pas des 100 000 familles qu'on accueille toutes les semaines dans nos crèches. Mais c'est une responsabilité humaine et avec un impact social qui est sous-estimé, mais qui est gigantesque. Et ça, dans la réalisation d'une vie, quand vous ne l'avez pas fait, je pense qu'arriver à 40, 50, 60 ans, on se dit ça manque. Voilà. Alors, en étant salarié dans une boîte, on peut le faire aussi, hein, je ne dis pas qu'il n'y a que ça. Il y a des formidables talents dans l'entreprise qui accompagnent leurs équipes, ça a beaucoup d'impact. Mais quand on a des talents à l'ESSEC qui ont une énergie de dingue et qui ont plutôt la tête bien faite, et ils sont bien formés en plus, on peut se permettre de rêver à être en première ligne de tels projets.